Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons crever l'abcès. Le Grand Kasaï se meurt, particulièrement les Kasaï orientales, avec cette société, l'Amiba, créée par le Belge avec à l'époque Kalonji Litunga, qui était l'empereur. Cette société, pendant des années, a produit beaucoup d'argent avec ce diamant industriel de l'Amiba. Des générations ont fait leur fortune avec l'Amiba. Des enfants sont nés, grandis à l'Amiba. Aujourd'hui, l'Amiba est quasi par terre, rien ne fonctionne. Et d'ailleurs, de l'Amiba dépendaient la plupart de ceux qui habitent Mboujima et les Kasaï. Qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Est-ce qu'aujourd'hui, que les Kasaï, à la signature de la République, on peut penser à la relance de cette société, l'Amiba? Pourquoi les fils du Kasaï qui ont géré l'Amiba l'ont conduit à la faillite actuelle? Pourquoi personne n'arrive à apporter la solution à cette société minière? Aujourd'hui, j'ai invité sur ce plateau un enfant Miba. Ça veut dire que son père travaille à l'Amiba, lui-même né et grandi à l'Amiba, a fait les études là-bas. Il vit en Belgique. Il s'appelle Dani Mukendi, économiste, expert en gémologie. Vous êtes formé à Anvers, en Belgique. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un enfant Miba, votre papa est passé par là. Vous êtes à Kinshasa en ce moment. Pourquoi vous avez décidé d'abord de parler de l'Amiba, vous, enfant Miba? Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Jean-Marie, merci de me recevoir dans ce magnifique plateau de Télé 50. Nous vous avons suivi plusieurs fois en Belgique et même à Paris. Vous aviez consacré quelques émissions au Kasaï oriental et spécifiquement à l'Amiba. Des émissions de qualité qui ont suscité la curiosité en nous. Personnellement, j'ai suivi les messages du nouveau chef de l'État, son Excellence le président Antoine Félix Tshisekedi, qui est chef de l'État depuis près de 2 ans. Il se bat avec détermination pour relever le pays. Et dans un de ces paradigmes nobles et forts, il parle de l'enseignement gratuit. Figurez-vous que l'Amiba, déjà à l'époque, avait instauré le système de l'enseignement gratuit. Moi, je suis un fruit de cet enseignement gratuit de l'Amiba. Nous sommes des centaines de milliers d'enfants de l'Amiba qui avons bénéficié, qui avons profité, qui avons joui de cette politique sociale qui nous a élevés intellectuellement et nous a mis au rang où nous sommes aujourd'hui. Et donc, il était tout à fait inadmissible, intenable et incompréhensible que l'Amiba, ayant investi des millions de dollars dans l'enseignement, dans la formation des enfants, des cadres, maîtrises et travailleurs, pour la relève de cette même Amiba, qu'après, aujourd'hui, on constate que l'Amiba est par terre et qu'elle a investi dans la matière grise et c'est d'autres sociétés du monde ou du Congo qui en profitent. Voilà pourquoi je suis venu ici, personnellement, dans une initiative personnelle, pour tenter de parler et de faire comprendre la faillite de l'Amiba et proposer très humblement des pistes de solutions pour la relancer. Très bien, je vous ai laissé faire cette introduction. Je vais d'abord que ceux qui nous suivent ici au Congo à travers le monde fassent votre connaissance, vous d'abord. Ensuite, j'ai une série de questions tout à l'heure à vous poser parce que, qu'on se le dise, les fossoyeurs de l'Amiba, c'est d'abord les Kasaïens. Vous allez me dire très facilement, oui, c'est Mouzé, quand il est arrivé, il a pris l'argent auprès de Munkamba qui était là-bas et avec cet argent, on a fait la guerre, il y avait les Zimbabwéens, etc. Mais ça, c'était juste après. Parce que Mobutu, lorsqu'il est parti, l'Amiba était déjà par terre. Alors, on va d'abord vous découvrir et juste après, allez, on va parler. Merci. À tout de suite. Créée en 1961, la société minière de Bakwanga est l'une des principales entreprises de la République démocratique du Congo, peut-être la principale après le déclin de la GK Mine. C'est une société mixte dont 80% des actions sont détenues par l'État congolais, les restes par des investisseurs étrangers, dont le principal est la compagnie belge Sibeka.
Elle est principalement active dans l'exploitation diamantaire au Kasaï, plus précisément à Mbuji-Mayi et Chikapa, dont une partie de ses actifs a été repris par la société Sengamine, disparue depuis plusieurs années. La Miba, cette industrie minière, était en plein boom à l'époque coloniale, mais à partir des années 1970, la corruption et la mauvaise gestion du régime du maréchal Mobutu ont ruiné cette grande entreprise. Désormais, la Miba croule sous les dettes estimées à 200 millions de dollars américains, avec des salariés qui accusent de retard de salaire de plusieurs mois. Certaines mines ont même été fermées pendant plusieurs années. À l'époque, lorsque la Miba fut florissante, elle a accordé de nombreux avantages sociaux à ses agents, notamment la gratuité de l'enseignement. Danny Mukendi, qu'on reçoit ce jour, est donc un enfant Miba ayant bénéficié de la formation gratuite qu'il a conduit également en Belgique. Économiste avéré, Danny Mukendi Wadinanga est un expert gémologue d'Anvers. Il est un excellent intermédiaire commercial et facilitateur juridique connu. Dans son actif, Danny Mukendi a facilité en 2008 un crédit de 2 millions de dollars américains en faveur de la Miba à l'époque de la crise financière internationale, au moment où la minière souhaitait obtenir des fonds pour appuyer sa capacité de production du diamant. En plus, Danny Mukendi a été l'interface entre le CESC et une firme d'Anvers dans le cadre de la formation des agents évaluateurs du CESC en Anvers. Homme proche de l'ancien PDG de la Miba, le patriarche Jonas Mukamba, Danny Mukendi réside en Belgique depuis 20 ans, ce qui lui a donné la possibilité de côtoyer la hiérarchie belge de la Sibeka, actionnaire minoritaire de la Miba. Ici sur ce plateau, cet enfant de la Miba, expert gémologue, veut expliquer comment comprendre la faillite de la Miba afin de mieux relancer la production. Ceci part de l'historique de la firme, l'actionnariat, la production en passant par la restructuration avant de donner les pistes de solution. À ce sujet, les interrogations demeurent. Est-il possible de relancer la Miba? Faut-il ouvrir l'entreprise aux capitaux étrangers? Et que faire des salariés? Ça me pousse à vous poser cette question beaucoup plus directement, M. Mukendi. Quand les Belges ont créé cette société, ils avaient quel objectif? Merci. Les Belges n'ont pas créé la société. Cette société, initialement, elle s'appelait Forminière. La Société internationale forestière et minière du Congo belge. Depuis Chikapa. Créée par le roi Léopold II. C'est la société du roi. Le roi Léopold II s'est associé avec les Américains, les États-Unis. Ah bon? Où il est allé chercher l'argent pour créer la Forminière. Et c'est une société à charte qui est au Congo belge. Voici le caractère international de la Miba. Argent américain, créateur roi de Belge, argent des Belges aussi, terre des Congolais. Et derrière les Américains, il y a les Anglais, qui ont même menacé les Belges à l'époque de la guerre mondiale d'envahir le Congo et de les chasser. Donc la Miba, créée alors en 61, je veux revenir, pour changer de nom, n'est que la Forminière qui devient Miba à la demande de celui que vous avez reçu ici, Père son âme, le monopole Kalonji Albert, créateur de l'État autonome du Sud Kasaï, par patriotisme Luba, qui voudrait que de nom change. Alors il dit Société minière de Bakwanga, et ça devient Société minière de Bakwanga. Mais techniquement, dans l'opérationnalité de la société, dans le fonctionnement, rien n'a changé. C'est une société qui est 100% Sibeka. En quoi aujourd'hui la Miba appartient à la République démocratique du Congo, au gouvernement congolais et du portefeuille congolais, si c'est une société étrangère?
Mais l'AMIBA ne peut pas appartenir à la République démocratique du Congo. Seulement, l'AMIBA est une société d'économie mixte. C'est-à-dire qu'elle a deux grands actionnaires. L'actionnaire créateur et des références, qui est la Sibeka, la société des investissements belges au Kasaï, Sibeka, et l'État congolais qui vient de manière subsidiaire. Mais la Sibeka, en 60, lorsque les actifs de la fourminière sont transférés avec l'effet de l'indépendance, la Sibeka a toujours 100% de l'AMIBA. En quoi c'est à la fois énervant et, comme qui dirait, c'est rigolo de penser que les Congolais, ou les Kassaïens en particulier, pensent que l'AMIBA, c'est leur société. L'AMIBA est une société du Kasaï, installée au Kasaï. Mais ça ne leur appartient pas. Mais ça ne peut pas appartenir juridiquement aux Kassaïens, parce que l'AMIBA a ses propriétaires. L'État est l'un de ses propriétaires, qui est actionnaire majoritaire. Et l'autre propriétaire, c'est l'actionnaire minoritaire. Mais moi, je n'aime pas l'appeler actionnaire minoritaire. J'appelle la Sibeka actionnaire de référence. C'est la Sibeka qui a créé, c'est la Sibeka qui a géré. Et quand elle est partie, l'AMIBA est tombée. Qu'est-ce qui est à la base de la faillite de l'AMIBA? Je vais être franc avec vous, c'est l'État congolais. Le nationalisme aveugle de l'État congolais a poussé l'AMIBA dans ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la conséquence d'un nationalisme aveugle qui n'a pas tenu des méandres d'une bonne gouvernance, des normes de gestion, des critères de gestion. L'État congolais, figurez-vous, faisait des ponctions au nom de l'effort de guerre. L'AMIBA est une société dans laquelle il faut investir régulièrement. C'est une société qui tient compte de l'amortissement de son matériel. Mais l'État prenait 80% du shipment, par moment 90%. La hiérarchie de Sibeka, ça n'est plein. Des délégués sont venus au Congo, ont rencontré la haute hiérarchie congolaise de l'époque, ont même demandé, pour sauver l'AMIBA, qui va dans le mur, redonnez-nous la gestion que nous avions toujours eue, mais gardez vos 80%, laissez. Et pourquoi l'État congolais n'a jamais voulu laisser la gestion de l'AMIBA à ces sociétés belges pour qu'il y ait la bonne gestion? Non. L'État congolais a toujours laissé la gestion de l'AMIBA à la Sibeka. Oui. Je vais vous expliquer. La fourminière, revenons à la fourminière, commence les prospections à sa création en 1906, sous l'égide de Léopold II. C'est en 1908 seulement qu'on découvre le premier diamant à Chikapa. On commence. 1913, ils parviennent, avec les moyens de bord de cette époque, une performance. Ils réalisent une production de 1 500 000 carats. 1913. Les États-Unis qui sont derrière avec l'Angleterre sont intéressés. Et il y a déjà l'effort de guerre à cette époque de la Première Guerre mondiale qui commence. De l'AMIBA, de la fourminière. La fourminière. De Chikapa. De Chikapa. En 1918 seulement, on découvre le premier diamant à Lukalenga, Bakwanga. Simplement, ce qu'ils découvrent après, c'est une bénédiction. C'est une manne. 18 pipes kimberlites. 5 massifs. Des flats marécageux riches en diamants. Une rivière Lubilangi qui est des diamants, mais l'alluvion, comme si Dieu avait déversé le diamant là-bas. Ils ouvrent le pôle de Bakwanga. Et donc, il y a deux fourminières. La fourminière de Chikapa et la fourminière de Bakwanga. Mais celle de Bakwanga dépasse en production même l'Afrique du Sud, qui était la première. L'AMIBA devient le premier producteur mondial du diamant avec 60% de part de production du monde. L'AMIBA fait du Kasaï oriental et particulièrement de Mbujimaï la capitale mondiale du diamant. Mais tout cela, c'est sous l'égide des Belges. C'est leur société toujours la fourminière, mais elle est internationale. En 1945, ils parviennent à 10 millions de carats l'an. En 1959, ils sont à 14 millions de carats. En 1961,
Ils produisent 18 500 000 carats de diamants. État autonome du Sud Kasaï. C'est l'époque de l'Amiba prospère, le fleuron de l'économie nationale. Et les Belges l'ont toujours géré et ont toujours versé les dividendes à l'État congolais, les taxes et les impôts. Mais c'est eux qui ont la gestion technique, la gestion commerciale, et c'est eux qui projettent la société telle qu'elle va plutôt. Maintenant, je vous rappelle quelque chose. Parce que la Sibeka elle-même, c'est une société, elle devrait avoir des actionnaires. En 60, lorsque les actifs de la Forminière sont cédés à la Sibeka, qui sont les actionnaires alors de la Sibeka? La Société Générale de Belgique. L'expression de la puissance financière du Royaume de Belgique. Société Générale de Belgique. Derrière, vous avez la plus grande banque de Belgique. L'autre actionnaire de la Sibeka, c'est la De Beers, leader mondial du diamant, incontestable. Donc l'Amiba, lorsque vous la voyez fonctionner en conseil d'administration, lorsque la Sibeka siège, c'est la Belgique elle-même en tant qu'État qui siège, parce qu'elle est la valiseur de l'Amiba. C'est la Société Générale, l'expression de la puissance financière du Royaume de Belgique, État qui s'en sort après la Deuxième Guerre mondiale sans dette aucune, avec des banques. À côté, vous avez la De Beers. L'Amiba ne pouvait que fonctionner jusqu'au retour du Christ. Alors, dites-moi, monsieur Mukendi, oui. En 1960, indépendance, c'est le fils du Kasaï, Kalonji Ditunga, que j'ai reçu. Vous héritez, vous les Kassaïens, à la fois une grande société riche, beaucoup de réserves en dollars. L'Amiba alors avait même des jets privés. Vous êtes né et grandi à l'Amiba. Je connais ce jet-là. Mobutu, président en 1965, c'était à l'apogée de l'Amiba. Expliquez-moi pourquoi, depuis qu'on a nommé des Congolais à la tête de l'Amiba, jusqu'au départ de Mobutu, ça n'a fait que dégénérer. Non. Mobutu a le mal qu'il a fait au Baluba ou aux Congolais, mettons à côté. Mais le bien de Mobutu, il a permis à l'Amiba de fonctionner. Il aimait l'Amiba. Et il sait pourquoi il l'aimait. En 1997, la situation de l'Amiba était dans quel état? C'était la première entreprise congolaise qui payait la GECAMIN, qui payait la SNCZ. Chemin de fer. C'est l'Amiba qui payait. Le président Mukamba, PAD de l'Amiba, c'était le patron de tous les PDG du Congo. Il payait la GECAMIN. 3 ans de salaire, l'Amiba payait. Les chemins de fer, là, payaient. L'Amiba, ce n'était pas une petite entreprise. Je me souviens de la phrase du premier ministre Ngouz Karlibonde à l'époque, qui a dit « Si vous n'avez pas la Banque du Zaïre, vous n'avez pas la GECAMIN, et vous n'avez surtout pas l'Amiba, vous n'êtes pas Premier ministre. » Mais la GECAMIN était en faillite. Donc le pourvoyeur de fonds à l'époque de l'État congolais, c'était l'Amiba. Et pourquoi les Congolais, ou plutôt les Kassaïens, et surtout ceux d'Mbujimaï, étaient dans la misère depuis 1980? Ça, c'est quelque chose que vous dites, mais... Vous voulez que je vous rappelle? Non, mais moi, je vais vous rappeler. Oui. Ceux qui ont acheté les avions, ils ont acheté en quelle année? C'était des trafiquants. Mutambaï, Fonch, ils ont acheté les avions en quelle année? C'était sous Mobutu. La prospérité existait au Kasaï. Les millions de dollars existaient au Kasaï. Mais il faisait, de l'exportation clandestine. Ça, ce n'est pas un problème. Oui. Ceux qui se sont enrichis... Ils volaient les diamants, excusez-moi du terme, je mets entre guillemets, du Kasaï, qui sortait par petits colis, qui étaient vendus en Anvers et un peu ailleurs. Ils ramenaient ces fonds. Ils avaient certes des avions qui ne volaient pas beaucoup. Vous vous rappelez, Fonchi, depuis qu'il a acheté son avion aux États-Unis, atterri en Mbujimaï, ça n'a jamais décollé. Non. Bon, dites-moi le contraire si c'est le cas. Je vais vous dire le contraire. Oui. Vous étiez probablement en Europe parce que vous êtes parti aussi très tôt. Mais je vais vous dire, les Kassaïens étaient très prospères les années 70 et les années 80. Oui. Bien que
le diamant n'était pas libéralisé. Il s'était organisé. Ça sortait comment? Par Bujumbura. Ils avaient acheté des Range Rover, des Land Rover Conti. Ils faisaient leur fraude à cette époque, allaient vendre le diamant à Bujumbura, où il y avait des grands bureaux d'Anvers. Ils roulaient en Range Rover, arrivaient là-bas, vendaient et ça repartait à Anvers. Mais cela n'est pas le problème. Donc la prospérité du Kassaïen a toujours existé. D'ailleurs, le président Mobutu finit par comprendre cela. Il libéralise les diamants, début des années 80. Et voilà. Citez-moi un seul PDG ou PDA ou dirigeant de l'AMIBA, à part Munkamba, qui a fait prospérer l'AMIBA. Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Mobutu prend le pouvoir, le président Mobutu prend le pouvoir en 65. Il laisse les équilibres là pour l'AMIBA, mais nationalise les actifs de la Gécamine au Congo, l'Union minière du Haut-Katanga, qui est la sœur de la Forminière. Les deux ont le même actionnaire, c'est la Société Générale en Belgique. En nationalisant la Gécamine, il fait la balance, il lâche un peu l'AMIBA. Il a laissé. L'AMIBA n'a été nationalisée qu'en 1973. Et en 1978, il revient à la normalisation parce qu'il a compris que ce n'était pas utile. Alors il y a l'équilibre des fameux 80% État congolais et 20% la partie belge, donc la Sibeka. C'est seulement en 1986, après 20 ans de gestion de la partie belge Sibeka, que de commun accord, ils s'entendent pour nommer alors un PAD. 1986, je ne sais pas si votre... on a tous les si la technique pourrait mettre une photo du conseil d'administration de 1986. Oui, oui, qu'on a tout à l'heure. On va le mettre. Voilà. Continuez. Alors, c'est en 1986 que l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire du Zaïre en Grande-Bretagne, au nom de M. Mukamba Jonas, est nommé comme président administrateur délégué de l'AMIBA. 1986. La restructuration de l'AMIBA s'opère en 1987, sous l'égide du nouveau conseil d'administration dirigé par le PAD Mukamba. Et cette MIBA-là était une MIBA pratiquement à deux têtes. On avait un PAD pour le Congo et nous avions un directeur général, M. André Castio, pour la Belgique. Et la coordination, la gestion de la société se faisait entre ces deux, la partie congolaise et la partie belge. Ils se respectaient. Ils aimaient l'AMIBA et travaillaient pour l'intérêt de la société et de la République. Vous comprenez? Et de 86 jusqu'à 97, donc 97, l'AMIBA était bien tenue. Mukamba, avec quel social des travailleurs? Mais Mukamba payait... Attention, vous êtes suivi par ceux qui ont été à l'AMIBA pendant la période de Mukamba. Ils me savent, ils le savent. Oui. Mukamba payait le travailleur en dollars américains. Il est réellement le créateur de l'espace monétaire kassaïen. Parce qu'il y a eu un problème entre les anciens Zaïre et les nouveaux Zaïre. Quand l'ancien Premier ministre Tshisekedi avait boycotté la monnaie. Je ne suis pas dans un débat politique ici. On ferme la parenthèse. Nous parlons de l'AMIBA du PAD Mukamba en ce moment. Oui. Et donc, lui, il a payé les travailleurs de l'AMIBA en dollars américains parce que le diamant se vendait en dollars. Il a dit, et au Premier ministre et au Président à l'époque, vos conflits ne doivent pas avoir de... Voilà les conseils. Alors, ce conseil d'administration est le tout premier de M. Mukamba en 1986. Vous avez le blanc à gauche, c'est M. Bruno Morelli, représentant et directeur général de la Sibeka. Vous avez là en grand M. le PAD Mukamba. Vous avez la tête au début là-bas, M. Roger Nimi Sinakilemba. Après M. Nimi, vous avez la tête un peu métisse là. Oui. C'est M. Mabele Moussamba Omo, DGA de l'AMIBA. Ensuite, vous avez les blancs. C'est M. André Cassio, directeur général de l'AMIBA. C'est tous des administrateurs. Le monsieur qui tient le stylo, ça c'est mon père. Comment s'appelle-t-il? Mukendidi Nanga, oui. Chef de département contentieux, attaché à la haute direction de l'AMIBA et rapporteur du conseil d'administration. Membre du bureau du conseil d'administration. Enfin, vous avez Madame Ngoy, qui est l'assistante personnelle du PAD. Oui. Ça, c'est un conseil d'administration. Et les autres sont des administrateurs qui viennent de Kinshasa et du portefeuille. Ça, c'est l'AMIBA. Et ça faisait tourner l'AMIBA?
Elle était prospère. Elle prêtait l'argent à l'État. Cette MIBA-là. Et elle avait la Société Générale de Belgique derrière elle. Elle avait la DBERS derrière elle. Elle avait des banques. Aujourd'hui, la MIBA n'est pas bancable. Je deviens fou. Je tombe à la renverse. Regardez ces gens. Regardez la MIBA, elle est là. Regardez la beauté de la MIBA. Regardez la prospérité, l'expression. Alors revenons, je vous ai posé cette question, Oui. à part ce conseil d'administration, Oui. avec mon Kamba à la tête. Ouais. Ceux qui sont venus par après, c'était des Kassaïens. Je continue. Je peux vous en citer, moi. Il n'y a pas de problème, je le connais mieux que vous. Oui, Après la période de Mukamba, oui. c'est l'AFDEL qui arrive. L'AFDEL arrive avec la guerre. L'effort de guerre continue. Simplement, le nationalisme de l'AFDEL a mis mal à l'aise l'autre actionnaire. Mais c'était l'actionnaire de référence. La projection, la gestion de l'AMIBA se coordonnait à partir de la Belgique. M. Mukambala, ce n'est pas un ingénieur de mine, ce n'est pas un géologue. Sa capacité d'ambassadeur et de politicien lui a permis de maintenir les équilibres entre la Belgique et le Zaïre, le Congo. Donc pour vous, quand vous êtes arrivé, les équilibres avec la Belgique ont été cassés. Non, nous, en tant que nationalistes, a considéré que les autres avaient beaucoup profité et qu'il fallait que les minéraux ou les bénéfices de nos sociétés publiques ne nous reviennent qu'à nous. C'est une philosophie qu'on respecte, mais à la fin du compte, nous ne produisons pas les diamants pour nous. Les Congolais ne sont pas consommateurs de diamants. Nous produisons le diamant pour les autres. C'est eux-là qui nous imposent les prix. C'est eux qui nous commandent ce que nous devons produire. Alors à un moment, on peut devenir comme le président Houphouët-Boigny, avoir produit du cacao sans acheteur. Donc l'équilibre économique et financier est par moments incompatible à la vision du nationalisme. Quelle est la part des Kassaïens dans la faillite de la MIBA? Mais les Kassaïens ont toujours travaillé depuis 1908 pour la fourmilière. Elle a toujours été prospère. Elle a fait la pluie et le beau temps dans le monde. Dites-moi, Oui. qui entrait dans les concessions de la MIBA, qui cassait les clôtures, qui volait la nuit malgré les hélicoptères et les blondeaux? Ce n'était pas des Kassaïens? On ne peut pas empêcher à quelqu'un qui est pauvre, par instinct de survie, de tenter de faire ce qu'il a envie de faire. Lorsque vous allez chez un juge belge, vous plaidez ça, ça s'appelle la tentation irrésistible. Un homme qui a 10 enfants affamés et qu'il voit il y a la richesse du diamant à côté, il tente le tout pour le tout. Vaut mieux mourir. Donc vous comprenez, vos propres frères qui J'ai- allaient voler les Non. concessions de la Non, MIBA. non, non, ne dites pas ça. C'est l'instinct irrésistible. Ne dites pas ça. Oui. Je dis que l'instinct de survie oblige un homme responsable de tout tenter pour nourrir sa famille. Et même un juge comprendrait des circonstances atténuantes. Oui. Néanmoins, Oui. l'État congolais bien organisé, ayant donné à la MIBA son périmètre d'exploitation, qu'on appelle le polygone minier, la MIBA avait clôturé, il y avait de la sécurité pour empêcher exactement Qui ces a gens. cassé les polygones? Nous allons lentement. Et donc, les Kassaïens que vous êtes en train de fustiger, il y avait des mines libres. d'Isaac, Katekelai, Bakwaboa, Oui, Niabi, ainsi de suite. oui, oui. Ils étaient libres d'aller faire tout ce qu'ils pouvaient faire là-bas. Certains, têtus, tentaient de venir à la MIBA. Ils étaient immédiatement arrêtés et transférés au parquet. Qu'est-ce qu'on appelait les suicidaires? Les suicidaires, ça vient plus tard. Je voudrais que nous avancions Étape par étape. étape par Je étape. suis avec vous. Et là, nous sommes en 1986 jusqu'à 97-97. Oui. Et donc, à l'arrivée de l'AFDEL, il y a des frustrations qui se manifestent du côté de l'actionnaire belge. Des ponctions. Il n'y a pas de logique. On prend l'argent. C'est l'effort de guerre. Et donc? Ils sont mal à l'aise. L'État les pousse à la sortie. Mais comment voudriez-vous sortir ceux qui sont les pourvoyeurs de fonds de la MIBA à la sortie? C'est un suicide qu'on organise nous-mêmes, au nom du nationalisme aveugle. D'ailleurs, ce terme, vous qui avez vécu en Europe, vous savez bien que quand on traite un homme en Europe de nationaliste, c'est un homme qu'on met à la marge. Oui, mais ça, c'est la guerre idéologique entre les communistes et les capitalistes. Je c'est suis autre d'accord. chose. Oui. Mais nous aimons que le Congo soit constitué des républicains.
des gens qui ont une certaine dimension, un certain paradigme qui permet de comprendre que le nationalisme aveugle est quand même une catastrophe pour le pays. Il faut coopérer, il faut des partenariats privilégiés, il faut du win-win. On avance. On avance. Mzé arrive. Avec cela, ça devient difficile. Les autres ont peur. Les marchés financiers disent qu'on ne peut plus prêter au Congo. Parce que la bonne gouvernance et la bonne gestion des entreprises n'existent pas. On commence petit à petit à entrer dans ce que je considère comme embargo international contre l'AMIBA. Une forme de blocus. Mais lorsque vous avez la Belgique sur votre dos, vous partirez où? L'argent, vous allez le trouver où? Vous pensez que la Belgique, c'est elle qui a l'argent? La Belgique? Est-ce que la Belgique, c'est là l'argent? La Belgique, d'ailleurs, cherche l'argent sur le marché financier. Mais la Belgique est le siège international des Occidentaux. Oui, d'accord, d'accord. Mais les Chinois ne viennent pas chercher l'argent en Belgique. Hein. Mais ils sont l'Union européenne va chercher l'argent en Belgique. Mais les Chinois sont au Kasaï. Quel social ils y font? La difficulté ici, M. Jean-Marie Kassamba, c'est que je parle au bon moment. Les Chinois sont là, avec vous. Révolution de la modernité, 5 chantiers. Les Chinois sont là. Ça fait combien d'années? Quel est le social réel que les Chinois ont pu faire au Kasaï? Aucun. Alors, lorsque nous comparons le paradigme belge, le social belge, aéroport, Ville-Miba, les 4 cités... Aéroport, c'est pas un. Hein? C'est qui a construit l'aéroport? Mobutu, Wimpey, c'était pas les Belges. Hein? Rien, absolument rien, n'a été fait au Kasaï sans l'AMIBA. Regardez-moi dans les yeux. Donc il y a eu la faillite de l'État. Pardon? L'État central, Kinshasa, n'investissait pas au Kasaï. L'AMIBA, c'est comme la GECAMIN, ce sont des entreprises colonnes vertébrales. Ce sont des entreprises que l'État a cédé des portions de territoire avec l'obligation pour ces entreprises de faire du social. Ça, on connaît. Et donc, ils en ont fait. Oui. Les écoles, les hôpitaux, les cercles sportifs. Nous nous souvenons, la boulangerie, les boucheries, les piscines. Moi, j'ai joué au mini-golf. Aujourd'hui, un enfant de Mbujimai, si je lui dis que moi, j'ai vécu à Namur, il accepterait alors que c'est Mbujimai. Donc, ce qui a existé n'existe plus aujourd'hui. Vous pouvez me dire que c'est une nostalgie? Oui, mais c'est de la nostalgie positive. Nous avons les références. Je reviens à ma question. Laquelle? À part Moukamba, qu'on voit ici, oui. Citez-moi un seul dirigeant de l'AMIBA qui a fait prospérer l'AMIBA. Kassaïen. L'AMIBA est une entreprise qui se conçoit d'en haut, en respectant les équilibres. Tout est la faute à Mzé, quoi. Moi, je ne parle pas de Mzé. Et je ne suis pas en train de personnaliser un débat, je n'entre pas dans votre traquenard. Je parle de l'État et de la continuité de l'État. Et il y a la possibilité aujourd'hui, si on nous écoute, de changer de paradigme. Revenons. Oui. Lorsque Joseph Kabila commence à réinvestir dans l'AMIBA, en mettant de l'argent, en mettant des fils du Kasaï à la tête de l'AMIBA, qu'est-ce qui a fait que les fils du Kasaï ont créé des sociétés parallèles d'exploitation des diamants, ont commencé à caviarder, pour ne pas dire cannibaliser les concessions de l'AMIBA, des dragues, et tout cela au détriment du peuple du Kasaï? C'est une confusion. Et je ne peux pas vous laisser raconter. Les carrés miniers, là, ça a été donné à qui? Les dragues qu'on voit sur le bidanger partout, ça appartient à qui? Ce sont des balivernes, on ne peut pas accepter ça. Les comptoirs qu'on voit au Kasaï? Ce sont des balivernes. Avec les Libanais. La loi congolaise a libéralisé les diamants. Oui, d'accord. Ils sont libres, s'ils payent leurs taxes, s'ils constituent des sociétés, d'exploiter les diamants. Même dans les concessions de l'AMIBA? Non. Dans les périmètres libres, free. Ce qui n'est pas une bonne chose, c'est d'aller dans la concession, dans le périmètre exclusivement consacré. Qui a envoyé les génocidaires, ou pour ne pas dire comment vous les appelez? Les jeunes gens là, les suicidaires, faire des trous dans les concessions de l'AMIBA? C'est Kinshasa? Mais l'AMIBA, elle a des prérogatives de sécuriser le polygone. L'AMIBA a été aussi défaillante. On peut
un moment penser que même les autorités de l'AMIBA étaient en complicité avec ces gens. C'est un problème grand. Mais revenons à l'époque du président Kabila que vous avez cité merveilleusement ici. C'est l'époque du contrat Emaxon, Oui. avec M. Dan Gertler. Oui. 14 millions de dollars que Emaxon prête à l'AMIBA. Sur 14 millions, le PAD de l'époque, M. Gustave Loabeya, paix à son âme, a investi 11 millions de dollars dans une dragline. Fait que un ingénieur qui prend. Simplement, il n'avait pas calculé quelle était la capacité réelle de la consommation en énergie que demandait cette drague. Lorsqu'elle arrive, on l'installe. D'abord, le personnel de l'AMIBA n'est pas capable de la manœuvrer. On engage un Allemand qui est là pour la manœuvrer et apprendre comment est-ce qu'on peut le remplacer. C'est ça le malheur. Je crois que c'est 2005. Des suicidaires, les fameux suicidaires, Oui, suicidaire. arrivent, tuent l'Allemand. Oui. La drague s'arrête. Pas simplement qu'il y avait déjà un problème d'électricité avec Loubilanger 1, Loubilanger 2, qui sont de barrage. On tue l'Allemand. L'État congolais n'a pas des assurances pour faire ça. Voilà comment nous sommes allés dans une succession d'actes, par coïncidence malheureuse, qui ont coûté cher à l'AMIBA. La guerre et l'effort de guerre qui oblige à l'AMIBA de fournir des efforts surréalistes. La période d'amortissement n'est pas respectée. Les investissements ne sont pas faits. L'AMIBA ne devait que... Mais depuis Voilà. 2005 jusqu'à aujourd'hui, à intervalles réguliers, Ouais. on a injecté de l'argent. Mais on injecte sur base de quoi? Le président Kabila, Il y a plusieurs le plans qui ont été président proposés. Kabila, le président Kabila a signé pour 20 millions, Oui, 10 millions, 10 millions. oui. Mais c'était pour faire quoi? Mais lorsqu'on vous les donne, ces 10 millions, Mais vous oui. les Kassaïens, au lieu d'investir dans l'outil, Mais on n'a pas donné... vous allez vous partager ou plutôt dire, Mais- on paye la dette sociale, on paye les salaires, Ouais. alors qu'on doit investir pour produire. Mais vous êtes les responsables de la visibilité de l'ancien Là, régime. c'est moi qui pose des questions. Je vous pose une question. Ce que vous dites là, ces gens-là, tels que vous les accusez maintenant, ont-ils été contrôlés? Ont-ils été sanctionnés? L'inspection, le contrôle, ça existait? On prend 10 millions de l'État, on met, Mais et par- on dit ces gens-là se sont partagés. par nation- Vous savez, en Europe, vous dites ça, et vous qui avez attendez, vécu en attendez, France, je vous pose vous cette qui question. avez vécu en France, vous dites ça, le procureur s'est saisi du dossier. Monsieur Mukendi, Oui. dites-moi, par nationalisme, par amour de votre province, par Ouais. amour de votre tribu, lorsqu'on vous dit, on vous injecte cet argent pour que vous puissiez relancer l'entreprise. Allez, je vous donne un exemple tout récent. Ouais, La GECAMINE a prêté à l'AMIBA de l'argent. ouais. Où est parti cet argent? Bon. Mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Comment, moi je suis un économiste, Oui. comment voudriez-vous qu'on injecte de l'argent qui n'est pas basé sur un plan réel de relance? Mais il y a eu plusieurs plans de proposer. À combien? À 10 millions? Un dirigeant de l'AMIBA était ici, dans Oui, ce plateau. oui. Je lui ai posé cette question. Il a dit, nous avons présenté à chaque fois des On- plans de relance et l'AMIBA, On- et on n'a pas eu les moyens On ne suffisants. peut pas relancer l'AMIBA avec 10 millions. C'est une blague. C'est une blague. Vaut mieux prendre 10 millions, construire les routes et se concentrer une fois pour toutes, terminer l'affaire de l'AMIBA. 5 millions, 10 millions, 40 millions, ce sont des bricolages, c'est une blague. Moi qui vous parle, j'ai facilité un crédit de 2 millions de dollars à l'AMIBA en 2008. Cela m'a permis de comprendre. Il n'y a aucun plan de développement, aucun plan d'avenir lorsqu'on met cet argent. Plus grave, on investit cet argent hein, sans avoir sécurisé le polygone. Dites-moi, monsieur, Oui. monsieur Mukendi, est-ce qu'on a aujourd'hui identifié le vrai potentiel de l'AMIBA, ce qu'on va dire certifier le potentiel de l'AMIBA? Vous parlez beaucoup MIBA. MIBA, c'est combien? Ça, c'est encore quelque chose, excusez-moi, qui me fait rire. L'État congolais. Certification. L'État congolais, c'est quand même incroyable, quoi. Vous poussez la Sibeka à la sortie. La Sibeka elle-même qui a des banques, qui a un avaliseur qu'on appelle l'État belge, qui a la débourse.
l'AMIBA avait un département de géologie, un service de prospection, qui n'avait pas besoin de dépenser des millions de dollars pour la certification. Vous les chassez. Et vous dites que nous voulons maintenant qu'on vienne certifier, mais c'est la folie. Donc, ça veut dire que l'AMIBA faisait ça sous l'égide de la DBERS, avec son chef de service et son chef de département. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. Et c'était valable. La géologie de l'AMIBA, là, était reconnue envers aux États-Unis, partout. Parce que l'AMIBA en soi avait avec elle la DBERS. Vous les chassez. Vous chassez les banques. Et vous commencez une affaire délirante, la certification. Mais l'AMIBA n'avait pas besoin de tout ça. L'AMIBA travaillait naturellement avec son organigramme. Et son travail de prospection était accepté comme certification. Monsieur Moukeni. Oui. Vous êtes formé en Belgique, non? Bien sûr. Géologie, tout ça, Anvers. C'est eux qui vous envoient. Moi, j'ai une dette morale envers l'AMIBA. Non, envers les Belges, je vous envoie pour reconquérir le potentiel. Envers l'AMIBA. Oui. Comme beaucoup d'autres enfants de l'AMIBA ne peuvent pas accepter que l'AMIBA se retrouve dans une situation calamiteuse. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de parler librement. Nous disons, l'État congolais doit accepter et reconnaître sa faute d'avoir poussé son partenaire crédible, qui est la Sibeka, à la sortie. L'État congolais peut aujourd'hui, par la constitution d'une commission spéciale, aller dans un dossier qui concernera la relance de l'AMIBA. Et pour cela, M. Kassamba, il faudrait des préalables. Si vous me laissez la parole, je peux vous les donner. On va y arriver tout à l'heure. Je vous pose cette question. Ça fait 2 ans et demi maintenant. Qui dirige le Congo? Qui dirige le Congo? Oui. Vous le connaissez, vous pouvez citer. Mais vous dites que c'est votre cousin? Non, non. Vous dites que vous êtes de chez lui? Ici, c'est moi qui pose la question. Oui. Qui est le président du Congo aujourd'hui? Je veux citer son nom. Oui. Son Excellence, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Comme donne un peu la photo du président. On va me donner la photo du président. Oui. Qui décide pour qu'on puisse relancer une société en faillite et dont la population aux alentours vit dans une misère la plus noire? La notion de faillite est une notion commerciale et juridique. Non, non, j'ai dit qui décide. Je réponds. Je peux être libre de répondre de la manière dont je conçois la chose. Oui. Et donc, la séparation de pouvoir, si... Voilà, oui, il est là. Oui, c'est le chef de l'État, le président de la République. C'est lui qui décide, n'est-ce pas? C'est lui qui a une équipe de coordination pour gérer la République. Alors, ça fait 2 ans et demi. Pourquoi une solution d'urgence n'a pas été adoptée pour ne serait-ce que faire repartir l'AMIBA le plus rapidement possible pour permettre à la misère criante du Kasaï aujourd'hui d'avoir un début de solution? Je vais vous donner une réponse politique. Ça fait 2 ans que la coalition FCC Cash était un frein au bon fonctionnement du gouvernement en RDC. Aujourd'hui qu'il y a une coalition nouvelle qui représente la couleur du chef de l'État et qui peut aller sans hésiter dans son sens, je prends le pari que pour la partie restante de son mandat, beaucoup de choses se feront et le pays va avancer. Je peux reposer la question? Reposez la question. Depuis le mois de janvier, nous sommes en juin. Bien sûr. Le FCCK existe encore? Il y a un nouveau gouvernement. Non, est-ce que le FCC Cash existe? Le FCC existe dans son coin, le Cash existe dans son coin. La coalition n'existe plus. Ça veut dire que... Est-ce que vous avez été en Bujumaï? Je vais y aller. Bien. Allez en Bujumaï, vous allez voir la misère. Oui. Je ne parle même pas de l'insécurité physique. J'ai dit la misère la plus noire en Bujumaï. Et d'après vous, c'est M. Tshisekedi qui a créé la misère? Laissez-moi vous poser la question. C'est moi qui pose des questions. Mais moi, je vous réponds. Est-ce qu'on a pris des mesures d'urgence, ne serait-ce que pour faire repartir l'AMIBA? Parce que l'AMIBA, si vous avez dit tout à l'heure, colonne vertébrale du Kasaï oriental et de la ville d'Mbujimai en particulier, pour qu'il y ait un début de solution. Je vais vous répondre maintenant très sincèrement. Au mois de janvier,
j'avais parlé de l'AMIBA. Et j'ai dit exactement ceci. Le chef de l'État avait permis à cette même MIBA d'encaisser 5 millions de dollars. Oui. Monsieur Tshisekedi. Oui. Le comité de gestion de l'AMIBA écrit 5 millions pour relancer la production. Nous étions très contents. Enfin, on parle des choses sérieuses. Mais ce comité de gestion, après 4 mois de travail, ils nous surprennent désagréablement. Ils n'ont produit que 40 000 carats de diamants, représentant 800 000 dollars. Diamants industriels. Mais vous avez dit des diamants industriels au prix de 20 dollars par carat. Oui. 5 millions pour 800 000. 5 millions pour 800 000. Il y a une perte de 4 millions d'eux. Alors, ça, c'est le président de la République ou c'est le comité de gestion? Composé majoritairement de qui? Pardon? C'est le comité de gestion de Oui. l'AMIBA actuel. Oui. Composé majoritairement de qui? Des travailleurs de l'AMIBA. Qui sont de quelle origine? Mais l'origine, qu'est-ce que ça a à voir dans la compétence d'un homme? J'ai dit l'amour. Moi, j'ai l'amour du Kasaï. Oui. Oui. Vous êtes fils MIBA, n'est-ce pas? Oui. Ce comité de gestion actuel qui dirige l'AMIBA est composé majoritairement de qui? De Kasaïa. Alors expliquez-moi comment les Kassaïens qui composent ces comités de gestion, on leur donne 5 millions de dollars, ils ne produisent que 800 000 dollars. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Mais c'est vous les spécialistes. Il faut les sanctionner. On les a sanctionnés? Il faut les sanctionner pour Mais est-ce qu'on les a sanctionnés? pour manque de performance. Est-ce que l'IGF est passé par l'AMIBA pour regarder les 5 millions de dépensés, produit 800 000 seulement? Mais moi, je ne suis pas l'inspecteur de finances. Mais vous êtes un tireur comment dire, vous alertez. Mais j'alerte. Vous nous avez expliqué depuis le début que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mouzé est arrivé, Mouzé est parti, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, Kabila est parti, ça fait 2 ans. Aujourd'hui, Ce qui est dommage, que je déplore un peu, moi j'aimerais que vous parliez de l'État, des actionnaires, mais pas des mais il y a des individus. animateurs. Mais les animateurs, Oui. ça ne sert à rien. Vous avez loué mon Kamba tout à l'heure, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas loué. J'ai dit qu'il était le PAD. Oui, mais qui a fait du bon boulot. Il a respecté les équilibres pour l'AMIBA. Alors, Hein? vous, fils Miba, Ouais. on vous prend aujourd'hui. On dit voilà, parce qu'il parle bien, voilà, il connaît les tenants et les aboutissants. On vous met à la tête de la Miba. Vous faites Ouais. quoi? Je la restructure En faisant quoi, concrètement? en allant dans l'actionnariat. Je dirais au ministre du portefeuille, je dirais au Premier ministre, même au chef de l'État, qu'il est grand temps d'ouvrir le capital. L'État congolais, ça fait des années qu'il tient l'AMIBA sans solution. 80%, c'est trop pour l'État. Que l'État baisse peut-être à 40%. Que l'État ramène l'autre actionnaire de référence qui a été poussé à la sortie, peut-être à 20 ou 40, et que le reste, on cherche aussi des Indiens ou des Chinois qui peuvent se montrer compétitifs à la relance de l'AMIBA. L'actionnariat, premièrement. Deuxièmement, il faudra également s'occuper de la dette. Aucun investisseur crédible, sérieux, même pas l'État congolais, ne pourrait investir dans l'AMIBA avec ce passif. Il faudra délocaliser la dette, la mettre à l'OGEDEP ou la mettre comme ça. Aujourd'hui, même si la production de l'AMIBA reprenait, les créanciers vont tout de suite saisir cette production. Et ça sera d'engrenage en engrenage. Donc, il faut modifier l'actionnariat, rappeler la CBK, parce que c'est une évidence, depuis qu'ils sont partis, nous n'avons rien fait. Il faudra avoir de l'honnêteté intellectuelle, il faudra gérer la dette, la délocaliser, laisser l'AMIBA free, donc libre de tout engagement de dette, parce que c'est l'État congolais qui a pris l'argent que l'AMIBA a produit. 300-400 millions, c'est l'État qui a pris ça. Dites-moi, Oui. monsieur, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en direct. C'est une très bonne chose. Hervé Kapik, qui est au Canada en ce Oui. moment, qui nous regarde, il dit merci à Dani pour l'émission. Ma question est de savoir comment on peut ressusciter cette entreprise. Faut-il encore l'ouvrir au capital étranger? Bien sûr, C'est ce que vous venez de dire. bien sûr. Il Vous faudra... n'allez pas dire qu'il va Tekimboka. Non, non, non. Il faudra parvenir au retour du paradigme qui a fait l'AMIBA. Vous savez, dans la vie, Redonner aux Belges, ce aux n'est pas Américains. redonner aux Belges. Oui.
L'amiba ressemble à un corps dont la tête a été coupée. Cette tête, c'est la Sibeka. Remettez l'autre actionnaire, ils ont le matériel, ils savent négocier des financements avec des banques crédibles. Mais les contentieux belgo-congolais, Oui. Kalonjili Tung avait laissé bien de l'argent. À l'indépendance, tous les patrimoines de Forminière, c'est toujours en Belgique. À Anvers, vous qui êtes là en Belgique. Quand nos minéraux, y compris à Hoboken, là-bas, arrivaient, tout cet argent des Congolais qui est... Pourquoi on ne prendrait pas dans les contentieux le fonds du Congo pour investir l'amiba? L'amiba n'est pas concerné par Hoboken. Hoboken, c'est une histoire Anvers avec le cuivre. L'amiba est une vente avec des tailleries. Allons Anvers alors. Mais ce n'est même pas ça. Les diamants de l'amiba, ça se vend d'Anvers? Non. Monsieur Mukamba Jonas vendait le diamant à la banque commerciale, à la Debers. Il n'est jamais allé vendre le diamant à l'amiba. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. En 1988, le président Mobutu nomme un premier ministre, un premier commissaire d'État, M. Sambwa. Sambwa Pidabang. Il regarde partout, il dit, mais l'amiba ne vend qu'à la Debers. Et Mukamba fait ça comme ça. Il dit, je vais moi-même amener le diamant en Anvers. Sambwa prend le diamant de l'amiba, l'amène en Anvers. M. Mukamba, qui devait être dans une réunion à Londres avec la Debers, entend cela. L'État belge bloque le diamant de l'amiba. M. Sambwa se dit, voilà, moi je suis le Premier ministre, net. Il y a des contrats que nous respectons ici. On convoque Mukamba, le diamant est là, Mukamba est là, Sambwa est là. Sambwa se fâche, Mukamba fâché aussi. Le diamant est renvoyé au Congo. L'affaire arrive chez le président Mobutu, qui les reçoit. M. Mukamba est accompagné du DGA, M. Mabele. Mais Mukamba dit la vérité à Mobutu. Il y a des contrats qui sont signés à l'international. Un contrat d'exclusivité. La société tourne bien. Lorsque l'État a besoin d'argent, je donne. J'ai donné récemment 23 millions à Sambwa. Je paye les impôts. Je paye les taxes. Les dividendes sont payés. Maintenant, Sambwa vient avec des amis d'Anvers pour vendre. Lorsque ce contrat, où le diamant sera saisi dans une procédure judiciaire en Europe, on dira que c'est Mobutu le mauvais. Donc, le président Mobutu fait ça, il donne raison à Sambwa, il pose la question à Sambwa, mais est-ce qu'il y a un problème ici? Non, remettez le diamant à Mukamba. Il a vendu. C'est pour vous dire ceci. Regardez-moi. C'est pour vous dire ceci. L'amiba est une société qui avait des partenaires crédibles à l'international. En Belgique, en Angleterre et aux États-Unis. Ces partenaires ont beaucoup contribué à la prospérité de l'amiba. Avec l'aide des travailleurs de l'amiba, auxquels il faudra rendre hommage. Ces travailleurs de l'amiba qui sont en train de cannibaliser tout, qui font même louer les maisons de l'amiba aux gens qui n'ont rien à faire de l'amiba. Vous pouvez supporter 10 ans de salaire non payé. Ces gens-là, vous voulez qu'ils mangent quoi? Qu'ils mangent du sable? Il faudra reconnaître quand même certaines choses. Ce qu'ils font est mauvais, mais on peut le comprendre. C'est l'instinct de survie. C'est des tentations irrésistibles. Votre enfant pleure, il a besoin de lait, il a besoin de manger. Madeleine Moujinga qui est à Pretoria en Afrique du Sud, Oui. Voilà, Dani, je te félicite pour cette émission, mais je voudrais que tu présentes les pistes pour relancer l'amiba. Je vais les présenter, si vous permettez. Je peux. Oui, une Parce que manière succincte, oui. Vous Mais à présent, vous faites de l'anonymité aux gens qui nous suivent. Hein. Vous m'aviez dit qu'il fallait que j'attende. Mais maintenant... On y est là. Ouais. Pour relancer l'amiba, il faut d'abord 3 préalables. Enlever les Kassaïens. Vous avez un problème contre les Kassaïens? Non, rien. Mais vous êtes Kassaïens vous-même. Il paraît, oui. En plus de Bipemba, de Mupompa et de Kabeyakamouang. Oui. Ça vous gêne? Ça ne me gêne pas, mais on ne comprend Ça pas. me donne la comment... légitimité de dire toute la vérité. Continuez. Je vais dire la vérité, rien que la vérité. Oui. 3 préalables avant d'aller dans le débat même d'investissement. Il faut sécuriser le polygone minier. Le sécuriser. À l'époque, il y avait un détachement de l'armée, qu'on appelait la gendarmerie, la brigade minière, l'armée. Ce détachement de l'armée ne dépendait que de l'amiba. Vivres, poissons salés, tout ce que payé par l'amiba pour la sécurité du polygone. 2, il y avait les blondos, la surveillance. Sécurité privée de l'amiba. Je profite pour rendre hommage à un homme comme M. Brabant, M. Ramakers, M. Noël André, M. Debaker,
M. Jean-Marie Vernin. Dont je tiens le prénom d'ailleurs. M. Jean-Marie Vernin. Absolument. Vous êtes homonyme de Jean-Marie Vernin. Pas C'est homonyme, bien. mais je tiens mon prénom de ces messieurs. C'est très bien. Qui venait dans mon quartier avec les chevals. Ah, voilà. Oui, avec sa Et fille. par moments, il chassait les créateurs avec ses chevaux. Absolument. Il y avait des hélicoptères pour sécuriser le polygone. Mieux, le polygone était clôturé. Et c'est faisable et c'est possible. Et la partie environnante du polygone, qu'on appelle SNEL aujourd'hui, il y a plein de gens là-bas, il n'y avait pas moyen de lotir ce point-là. Donc il faut sortir tous ces gens. Je n'ai pas dit cela. Je suis dans la configuration de l'époque. Après la SNEL, il y avait le cimetière de On Bakouadiam. parle des pistes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut chasser tous ceux qui utilisent... Moi, je ne veux pas. Moi, j'ai besoin d'une paix sociale. Je vous explique. Mais ça veut dire quoi? On a même aujourd'hui loti dans les constitutions de l'AMIBA. Mais c'est ça. Par vos propres compatriotes qui ont construit des villas dans la constitution de l'AMIBA. Est-ce que l'assainissement parmi ces mesures, est-ce qu'il faut tous les chasser ou pas? L'État qui a pris cette décision trouvera la meilleure solution. Moi, je ne suis pas l'État. Néanmoins, ce n'est pas une bonne chose. Je vous ai dit, on met à la tête de l'AMIBA. Vous faites quoi? Vous posez quel point? Mais je vous dis. Oui. Sécuriser le polygone. Le sécuriser. Vous savez pourquoi? On ne peut pas demander à un investisseur de mettre 500 millions dans l'AMIBA sans garantir son profit. Lorsqu'il fait son étude des risques, lorsqu'il fait son étude de rentabilité, quand il fait le ratio, il n'investit pas. Parce que la garantie suffisante pour son investissement ne lui donne pas le profit. Premier point. Entre parenthèses, M. Jean-Marie Kassamba est propriétaire d'un poulailler. Il se plaint qu'on vole ses poules toutes les nuits. Mais il n'a jamais voulu mettre la porte à son poulailler. C'est à cela que ressemblent les autorités de l'AMIBA. Sans distinction. Comment voudriez-vous que des gens prennent autant d'argent de l'État? 10 millions, 5 millions, j'ai caminé, 5 millions, maintenant 40 millions. Ils ne pensent pas à la sécurisation du polygone. Dites-moi, il y a Laurent Kaloumé qui est en Bujumaï en ce moment, qui est en train de nous suivre, qui vous félicite d'abord, apparemment tout le monde vous félicite. Il dit, vous, fils MIBA, il faut vous regrouper pour chercher des solutions pour un nouveau management à la MIBA. Bien. À part vous, quel autre fils MIBA qui pense comme vous? J'y arrive. Oui. Donc, dans le premier point, c'est la sécurisation du polygone, qui est un préalable indispensable. Si le polygone n'est pas sécurisé, même l'État ne doit plus investir. C'est faire la richesse des gens mal intentionnés qui prennent l'argent de l'État, ils font passer les tracteurs, il y a des graviers disponibles, la nuit, leurs familles viennent prendre ces graviers et prennent tous les diamants. Et vous ne dites rien du personnel qui a vieilli. J'y arrive. Qu'est-ce qu'on en fait? J'y arrive. Dette intérieure aussi? J'y arrive. Aussi? J'y arrive. Oui, le premier point, vous avez bien saisi, c'est la sécurisation du polygone. Oui. Le deuxième point, c'est la délocalisation de la dette. Ce n'est même pas une faveur qu'on demande à l'État. L'État, avec le bon sens, devrait le faire. C'est-à-dire quoi? L'AMIBA produit 300, 400, 500 millions. L'État l'a pris par ponction. Poussant même l'actionnaire de référence à l'extérieur. Alors, aujourd'hui, que l'État prenne cette dette, la délocalise vers l'Office de la gestion de la dette publique. Comme on a fait avec Congo Airways. Alors, l'AMIBA, pas Matata. L'AMIBA sera libre. D'ailleurs, l'État devrait faire ça pour toutes les autres entreprises. Parce que Matata avait réussi avec Congo Airways. Ce qui fonctionne aujourd'hui. Bon, Black en faillite, Congo Airways, nouvelle société, ça fonctionnait. Non. L'AMIBA, pour devenir une nouvelle société, techniquement, c'est difficile. Alors, il faudra nommer un curateur qui va la liquider. Si on nomme un curateur, c'est qu'on doit d'abord préalablement déclarer l'AMIBA en faillite. Ça peut se faire aussi. Mais si on la déclare en faillite, qu'est-ce qu'on perd? On perd son actif. Parce qu'il faut vendre l'actif pour payer les... Ce sont les montages comptables. Non, c'est la réalité. Donc, pour éviter cela, l'État qui s'est endetté, qui a pris l'argent en désordre à l'AMIBA, qu'il prenne la dette à la Banque centrale, à l'OGEDEP ou quelque part. Que l'État se présente devant les investisseurs en présentant son plan, libre de tout engagement de dette. Donc, c'est lui qui investit, il sait que j'achète le matériel pour produire et après la production, il y a la rentabilité. Donc, l'AMIBA a besoin d'un... Même la dette sociale aussi? C'est la dette, non? Ce n'est pas la dette. C'est ce qui veut dire le vieux personnel qui est là depuis 30 ans, oui, mais qui continue à occuper les maisons. Non. Mais il faut aussi les délocaliser. Mais cette dette, elle est globale. Je répondais à la question. Je réponds, non. Là, vous faites un petit piège. Tous qui habitent en ce moment dans les maisons de l'AMIBA,
Bodine 1, Bodine 2, Ville-Miba, partout. Ouais. Lorsqu'on crée une nouvelle société délocalisée, il faut Je les ne sortir de là. parle pas de la création d'une nouvelle société. Je parle de la restructuration de la MIBA dans des conditions techniques que j'explique très facilement. On fait quoi des personnels obsolètes? On fait quoi? Je termine. Vous avez voulu qu'on aille de point, on va aller point par point. Je Oui. ne veux pas me perdre. Oui. Donc, en délocalisant cette dette, du point de vue international et national, la MIBA se retrouve sans dette. Elle est asphyxiée pour l'instant. On a bien compris. Ok. Le troisième point, puisque la MIBA elle doit se présenter quand même sur la place internationale avec des statistiques, alors enfin, on peut certifier les réserves. Qui paye? Mais l'État. L'État doit la MIBA. Ça coûte combien? Mais moi, je ne veux pas tout dire ici. Non, j'ai dit, la certification des réserves, ça coûte Ça combien? dépend de celle qu'on veut. Beaucoup d'argent. D'où viendrait cet argent? L'État est crédible, l'État a beaucoup d'argent. La certification, ce n'est pas énormément d'argent. Ça coûterait normalement moins que les sauts de moutons. Ah, c'est pas moi qui ai financé ce mouton. Hein. Ça coûterait normalement moins. Non, Donc c'est pas possible. moi. Ne me poussez pas là où je n'ai pas demandé. Non, non, c'est possible de le faire. Dernière question. Donc, ces Oui. trois préalables, la sécurisation du polygone, la délocalisation de la dette MIBA et la certification de réserve constituent les trois préalables pouvant permettre une conversation crédible avec des investisseurs sérieux pour parler enfin de la relance véritable de la MIBA. Tout en ayant à l'idée qu'il faudra restructurer le système de l'actionnariat MIBA. L'État ne doit plus et ne devrait plus conserver 80% des actionnariats à la MIBA inutilement. Vous n'allez pas faire le même procès qu'on a fait à Yuma Consort, à la GECAMINE, que les sociétés en joint venture qu'on a créées, l'État est minoritaire, donc on perd, tout l'argent va à l'extérieur. Non, moi, la GECAMINE, vous savez... Non, non. Quand vous dites que l'État ne doit plus être majoritaire, ça veut dire on va faire entrer des sociétés étrangères qui vont mettre de leur argent, ils prennent la production du diamant, ils partent avec l'étranger. Mais maintenant, avec 80%, vous avez pris quoi? Non, vous donnez raison au montage de la GECAMINE. Moi, je ne suis Qui prête l'argent à la MIBA aujourd'hui. Non, 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 non. La GECAMINE est une affaire très différente. Avec l'histoire de la MIBA, elle est très... La GECAMINE, elle a été saucissonnée. La MIBA, c'est très simple. L'État a pris de l'argent à la MIBA. L'État devrait trouver une solution. Et les solutions sont simples. Sécuriser le polygone, d'abord. Délocaliser la dette MIBA pour permettre à la MIBA... Mais c'est la même chose à la SNEL aussi avec Inga. Je ne connais Pareil. pas. La compétence d'un homme est dans la capacité de reconnaître son incompétence. Moi, je ne connais pas la SNEL. Je ne connais pas la GECAMINE. Je connais la MIBA. Je la connais. Moi, je la connais. On a bien compris. Voilà. Dernière question. Alors, après ces trois points, nous pouvons alors envisager la conversation sérieuse. C'est quoi? Monsieur Kassamba, on ne peut pas parler de production de diamants à la MIBA sans évoquer un problème lié à l'énergie. La CIBECA a construit à l'époque, avec l'aide de l'État, 2 barrages. Tchala 1, Tchala 2, qu'on appelle Louis Bilanger 1, Louis Bilanger 2. Comment vous concevez que cette capacité à produire l'électricité a fondamentalement baissé? Comment pourriez-vous garantir des productions que j'ai énumérées ici? 18 millions de carats, 14 millions de carats, sans courant. Ça Le premier point, l'énergie. Deuxième point, le renouvellement du matériel de production. Matériel pour les alluvions, matériel pour la kimberlite, qui coûte cher. Aussi, l'approvisionnement industriel, avoir un stock de matériel. Très important. Ça fera partie des politiques d'exécution du plan. Ce n'est pas un problème. Bon. Terminez cette émission, s'il vous plaît, mais on est en direct par la dernière question que je vous pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie ces militantismes pro-MIBA? Vous venez de Belgique. Là, vous avez été suivi là, à travers le monde. Tout le monde très curieux. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de questions difficiles là, et méchantes vous concernant. Ça veut dire que vous avez convaincu un tout petit peu. Mais, Vous n'avez pas posé de questions difficiles? si, un peu. Pas difficile, mais on a conversé. Je vais juste savoir, aujourd'hui, parce que le président vous suit, et tous ceux qui suivent un peu cette situation de près de la MIBA, si on vous approche aujourd'hui, vous connaissez où est-ce qu'on peut aller chercher l'argent? Parce que la plupart des Congolais comme vous qui venez souvent, moi en Congo, je ne sais pas quoi, eh bien, on leur dit maintenant, allez chercher des investisseurs, ils amènent les commissionnaires, ils amènent les gens à 5 millions ou 2 millions de dollars, et ça s'arrête là. Moi, j'ai déjà facilité 2 millions à la MIBA. C'était très peu. J'ai cette expérience. C'est rien ça. C'est très rien.
pour que la MIBA se relève, il faudra un minimum de 200 millions de dollars. Vous allez les trouver où? Je termine. Oui. Sans dette. Chez qui? Dans l'application de ce que je viens de dire. Oui, on a compris, mais qui va lâcher? C'est les Belges qui vont revenir avec cet argent? Vous avez fait tour des tables auprès des banques, avec quel argument? L'intelligence, lorsqu'il est mis dans un projet crédible, validé, l'argent sort. Oui, mais il faut aussi des gens crédibles. Hein. Mais la crédibilité existe. La crédibilité est là. C'est le Congo qui doit développer un paradigme qui puisse le crédibiliser. 1 milliard, il y a. 2 milliards, il y a. C'est dans l'intelligence, dans le sérieux, dans la crédibilité et dans la capacité de donner un plan précis, correct, avec une ambition claire, que l'argent se trouve. Merci, M. Dani Mukendi. C'est moi qui vous remercie, On a bien compris que vous êtes très motivé et on va suivre cette situation de très près de la MIBA. Une pensée particulière aux habitants de Mbuji-Mayi qui souffrent. On m'a dit à Bakwadianga, il n'y a plus rien. Sims un peu partout sur le marché. Rien à manger en attendant le nouveau gouverneur. On ne sait pas quand. Allez, gardez pouvoir à Dieu, ou plutôt espoir à ceux qui sont un peu au-delà. Parce que c'est un peu difficile d'espérer aujourd'hui. À très bientôt.